Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'expérience client. Je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui, je suis en compagnie des équipes Add-on Conseil pour répondre à la problématique comment créer une expérience personnalisée et inoubliable pour convertir et fidéliser ses clients. C'est à cette problématique-là qu'on va vous apporter une réponse aujourd'hui. Avant de présenter chaque speaker qui va intervenir, je vais vous donner quelques petits conseils techniques pour vivre au mieux cette expérience de webinaire. Donc, on va être ensemble pour environ 1 heure. Il y aura 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Donc, on vous invite vraiment à utiliser le chat et l'onglet questions pour nous poser toutes vos questions auxquelles on répondra à la fin de cette présentation. On va commencer rapidement par une introduction des speakers qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, pour ma part, je m'appelle Marine Aubagna, je suis CMO chez MyFeedback et j'interviens aujourd'hui en tant qu'experte de solutions de feedback management. Laura, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Laura Libot, je suis consultante senior chez Add-on Conseil depuis 5 ans et j'interviens sur des missions retail et customer experience. Bonjour à tous, je suis Virginie Guérin, je suis manager chez Add-on Conseil. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'expérience client et je suis chez Add-on depuis 2 ans. L'objectif aujourd'hui de notre rencontre, c'est de vous présenter des différents projets liés autour du parcours client et comment améliorer la satisfaction client via MyFeedback, donc qui est un outil qui vous sera présenté plus en détail par Marine, et via Add-on qui gère et encadre toute la gestion de projet pour mettre en place cet outil. Donc, je vais vous présenter Add-on Conseil en quelques mots. Nous sommes un cabinet de conseil qui a été fondé en 2007 et nous travaillons aujourd'hui en majorité avec les grands acteurs du luxe et du retail. On est un cabinet indépendant depuis notre création et nous intervenons sur la gestion de projet de A à Z, sur des projets de transformation d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui basés à Paris, Genève et Milan, mais nous intervenons sur des missions à envergure internationale, comme en Asie, au Moyen-Orient ou encore aux États-Unis. On accompagne donc nos clients sur l'ensemble de la gestion de projet, du tout départ sur le cadrage en amont du besoin qu'il peut y avoir côté client, jusqu'au choix de la solution, en passant par le suivi des développements, la partie testing, recettes, etc., et au déploiement de solutions. Nous avons quelques domaines d'expertise qui sont liés à toute la partie digital in-store, toute la partie e-commerce, la customer experience dont on va notamment parler aujourd'hui, la traçabilité green transition, la supply chain, le PLM ou encore la data analytics. Je laisse Marine vous présenter MyFeedback. Oui. Merci beaucoup Virginie. Alors du coup, je vous donne aussi quelques informations sur la société MyFeedback que vous connaissez peut-être pas. MyFeedback, on est un éditeur de logiciels qui a été fondé en 2012. C'est une société toulousaine, vous l'entendez peut-être à mon accent. Et donc en fait, c'est une solution qui va vous permettre de collecter de la donnée client et ensuite de l'activer grâce à des questionnaires. Vous allez pouvoir créer ces questionnaires en toute autonomie sur notre plateforme et ensuite les diffuser sur tous les canaux que vous pouvez imaginer. Je vous fais un éventail très rapide du pan fonctionnel de notre solution. Donc, sur l'étape de la collecte, MyFeedback est un outil très puissant parce qu'il va vous permettre, d'une part, de personnaliser vos questionnaires, et c'est-à-dire de contextualiser tous les questionnaires afin qu'ils s'adaptent à chaque répondant, et d'autre part, de pouvoir cibler la meilleure étape du parcours client, et ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure, de pouvoir cibler la meilleure étape et de pouvoir du coup diffuser le questionnaire sur le meilleur canal au meilleur moment du parcours. Le but de tout ça, c'est d'avoir le meilleur taux de réponse possible pour collecter un maximum de données sur vos clients. Une fois que vous avez collecté toute cette donnée grâce au questionnaire MyFeedback, il va ensuite falloir l'exploiter et l'activer. Et sur ce point-là, nous, on vous propose vraiment 3 grands pans fonctionnels qui vont être d'une part le pilotage de la donnée client grâce à des dashboards décisionnels. Donc, ça va vous permettre de gérer toutes les opérations et tout ce qui est lié au niveau métier au feedback management, de pouvoir gérer tout ça en temps réel. Ensuite, on va aussi vous permettre d'enrichir votre écosystème logiciel, c'est-à-dire de réintégrer les données que vous avez collectées grâce au questionnaire dans vos outils métiers,
dans un outil CRM, dans un outil d'analytics, dans un outil BI, par exemple. Et ensuite, de pouvoir réagir aussi à chaud à un feedback qui a été collecté, par exemple, de réagir à une insatisfaction sans laisser traîner plus longtemps pour que justement on puisse rattraper un client mécontent. Après, du coup, ces présentations rapides de nos deux solutions, et du coup, vous avez compris un petit peu la complémentarité entre la méthodo et le côté technique, la solution technique. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette problématique en vous donnant quelques chiffres qui proviennent d'une étude de Forrester et Zendesk qui est sortie en 2020. Donc, cette étude, elle nous dévoile que 80% des marques font de l'expérience client une priorité aujourd'hui. Très bien, pourquoi ça ? Parce qu'en France, il y a seulement 6% des consommateurs qui estiment avoir une bonne expérience avec les marques. Du coup, il y a vraiment un gros gap, une grosse opportunité, un gros levier aujourd'hui à aller chercher sur l'expérience client. Pour les entreprises qui mettent en place des stratégies d'expérience client, il y a quand même 56% des personnes qui jugent que l'expérience de marque, elle est passable, voire mauvaise pour 42%. Donc, malgré tout, il y a des axes d'amélioration dans tous les secteurs et nous, c'est ce qu'on voit tous les jours avec nos clients. Et en fait, la conséquence de tout ça, la conséquence d'une mauvaise expérience client aujourd'hui ou d'un non-intérêt à l'expérience client et au parcours client, c'est qu'un client sur deux ne va pas consommer à nouveau, ne va pas racheter auprès de votre marque si vous ne prenez pas en considération ces éléments de l'expérience client. Virginie, je vais te laisser présenter rapidement le sommaire. Donc, au regard de ces chiffres, il nous semblait aujourd'hui important de vous parler de l'expérience personnalisée et comment est-ce qu'on peut la rendre inoubliable pour convertir nos clients et les fidéliser. On va parler de ce sujet en 3 points. Le premier, c'est comment est-ce qu'on va créer un parcours client idéal. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on va mesurer cette satisfaction client. Et on va vous faire un focus sur le NPS, qui est le Net Promoter Score, qui est un indicateur de mesure de satisfaction, en vous montrant des exemples d'utilisation. Donc, pour commencer cette première partie de comment créer un parcours idéal, nous voulions déjà vous présenter qu'est-ce qu'un parcours client et à quelles étapes il est confronté et à quelles étapes nous, on peut venir aller le solliciter pour récupérer du feedback. Donc, un parcours client, ça peut être une expérience sur le web, comme une expérience sur une application, comme en boutique, comme en service après-vente, etc. Je vais vous prendre l'exemple d'une cliente qui, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se situe, va déjà faire une présélection ou une pré-recherche de ses besoins sur un site Internet pour pouvoir récupérer ou s'informer de détails sur un produit. Et pourquoi pas, une fois qu'elle ait trouvé le produit qui lui convient, le réserver pour venir le chercher en boutique. Donc, elle a déjà une première expérience sur toute sa navigation sur le site Internet et du coup, sur les différentes étapes qu'elle va avoir sur la consultation de la page produit, sur la réservation de la boutique, sur la navigation générale sur le site. À l'issue de cette pré-réservation, on va la solliciter via des campagnes relationnelles pour lui présenter la sélection qu'elle a choisie, pour potentiellement l'inciter à valider ou à confirmer son panier directement sur le site web, et puis lui rappeler qu'elle a réservé le produit dans telle boutique à tel moment et qu'elle pourra venir le récupérer. Donc, c'est déjà un premier parcours où on incite le client à rentrer en relation avec la marque et à instaurer une communication un peu personnalisée. Ensuite, elle va se rendre dans le point de vente pour récupérer du coup son produit. Et là, son parcours est aussi analysé puisqu'elle va être en contact directement avec un vendeur qui, lui, va s'appuyer sur un outil de clienteling qui va lui permettre de récupérer toutes les informations sur sa cliente et que ce soit ses données personnelles, son historique d'achat et son achat en question pour pouvoir lui remettre le produit.
À l'issue du coup de cette remise produit, donc la cliente, partant du principe qu'elle valide, elle pourra du coup le payer directement en boutique et ça pourra s'appuyer sur un programme de fidélité qui peut être mis en place notamment dans le retail, un peu moins dans le secteur du luxe, sur lequel on va pouvoir tracer tous les achats et donc du coup récupérer un certain nombre d'informations pour pouvoir derrière toujours plus personnaliser la relation avec le client. À l'issue de ce parcours d'achat, elle peut contacter le service client derrière pour soit faire une réclamation puisqu'il y a un problème avec le produit ou une relation qui se serait mal passée en boutique ou sur le site web. Donc, elle va les contacter et rentre à ce moment-là toute l'étape qu'on appelle voix du client, qui va être le sujet d'aujourd'hui, qui va être de récupérer tous les feedbacks de cette cliente sur l'ensemble de son parcours, parce que vous allez le voir, c'est sur l'ensemble de ce parcours-là qu'on va vous présenter tout à l'heure, que l'on va pouvoir récupérer de la donnée pour derrière l'analyser et derrière et faire évoluer l'expérience client. Donc l'objectif de l'écoute et de la récupération des feedbacks du client, c'est dans un premier temps d'écouter son client, pour comprendre ses comportements, pour comprendre l'expérience qu'il a vécue et comprendre ses attentes. Dans un deuxième temps, ça va être d'identifier ces points de friction qu'il peut avoir rencontrés tout au long de son parcours pour derrière agir rapidement. L'objectif, c'est vraiment de recontacter le client très rapidement pour lever les insatisfactions et proposer et unifier ou optimiser les parcours clients pour que ça n'arrive plus à ce client ou à d'autres clients. Et l'objectif final, c'est bien d'augmenter les conversions et de fidéliser les clients. Je laisse la main à Laura qui va vous présenter quelques parcours clients en détail pour que vous arriviez à vous projeter sur quel type de feedback on peut recevoir et sur quel parcours. Merci Virginie. Donc pour rentrer dans le détail du parcours que tu as présenté tout à l'heure, nous avons retenu 3 parcours, un parcours web, un parcours en boutique et un parcours SAV. Nous avons choisi ces 3 parcours parce que nous considérons que ce sont les moments de vérité qui représentent l'expérience client. Et pendant ces moments, on va avoir des interactions entre le client et la marque. Et chacun d'entre eux aura une influence positive ou négative sur la perception de la marque. Donc, sur ce premier parcours web, on prend l'exemple d'un visiteur qui découvre l'offre produit du site en consultant plusieurs pages. Et il a la possibilité de se faire accompagner par un conseiller via un chat pour avoir un complément d'information avant de se décider et d'entrer dans le tunnel d'achat. Donc, vous pourrez très bien imaginer ici mesurer la satisfaction du client sur l'ensemble du parcours après son achat. Mais dans cet exemple, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt mesurer la phase de découverte, c'est-à-dire vérifier l'intérêt du client pour les produits ou définir des personas marketing. Donc ici, le déclenchement du questionnaire, il se fait avant l'achat. Et vous pouvez définir des règles de déclenchement selon le profil du client, s'il est connecté ou pas, ou bien après un certain nombre de clics ou un certain temps passé sur le site. Donc ensuite, un deuxième parcours, ici un parcours d'expérience en boutique. Pour mesurer la satisfaction sur ce parcours, une bonne pratique, c'est de se baser sur les moments clés de la visite, de découper le parcours du client pour construire son questionnaire autour de ces moments. Et il peut être intéressant de se focaliser sur les interactions entre le vendeur et le client, en posant davantage de questions sur l'engagement, sur l'accompagnement du client, si vous estimez que ce sont les points les plus importants de l'expérience. D'autre part, 2 points importants. En général, ce qui est souvent mentionné, c'est le temps d'attente en boutique et la phase d'achat et le paiement, parce qu'ils ont une forte influence sur l'expérience.
Dans votre questionnaire, si vous avez un champ texte libre avec la possibilité pour le client de laisser des verbatims, vous verrez qu'en fait, ça ressort souvent. Le temps d'attente, l'achat, la relation avec le vendeur. Donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut orienter les questions. Au niveau du déclenchement du questionnaire, il se fait après l'achat et dans un délai très court, si possible le jour même ou dans les 24 heures qui suivent l'achat pour obtenir un meilleur taux de réponse. Et en termes de règles d'envoi, là, vous pouvez filtrer sur un segment de client ou même sur le panier moyen du client. Alors, un troisième parcours en boutique également, mais ici sur un cas de SAV. Donc là, ce qu'on va mesurer, c'est la satisfaction de la prise en charge de ce SAV par le conseiller. Et ensuite, la gestion du SAV, donc c'est-à-dire la solution proposée, est-ce qu'elle est adaptée, quel est l'avis du client sur le coût, sur le délai, est-ce qu'il y a eu suffisamment de communication pendant toute la durée du SAV, est-ce que le client est resté 2-3 mois sans nouvelles, par exemple? Donc, ça peut avoir un impact sur l'expérience. Et ici, dans ce cas, le déclenchement du questionnaire va se faire quelques jours après la collecte du produit pour laisser le temps au client d'apprécier la qualité du SAV. Donc, en termes de ciblage, là, vous pouvez filtrer pareil, sur un type de client ou même sur un type de produit ou service en particulier. Voilà pour les 3 parcours clients. Je vais laisser la parole à Marine qui va vous présenter d'autres scénarios de déclenchement du questionnaire. Oui, merci Laura. Du coup, moi, ce que je voulais approfondir ici, c'est d'une part le déclenchement des questionnaires web, parce que donc dans le premier parcours qu'a présenté Laura, on est sur une phase de découverte sur un site web. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir configurer le déclenchement du questionnaire sur son site web pour toujours dans la même optique d'avoir le meilleur taux de réponse possible. Donc ici, ce que je voulais vous apporter, c'était 3 éléments qui sont nécessaires pour déclencher le questionnaire à chaud sur un site web. Donc ces 3 éléments sont des impondérables afin que vous puissiez proposer une expérience de questionnaire web ultra immersive. Le premier élément, c'est un élément technique et c'est le seul élément technique côté MyFeedback. Ça va être qu'il va falloir déposer le tag JavaScript sur votre site. Donc ça, c'est le seul point sur lequel il va potentiellement falloir être en contact avec son équipe IT pour pouvoir mettre en place le tag. C'est une manipulation qui est très rapide et qui ne voilà, normalement en très peu de temps c'est mis en place. Ensuite, le deuxième élément que je voulais partager avec vous comme élément nécessaire, ça va être de pouvoir utiliser les informations qui sont contenues dans le data layer de votre site pour personnaliser les questionnaires, parce qu'on est toujours dans cette optique de proposer un questionnaire au meilleur moment du parcours, au plus à chaud, mais qui soit personnalisé. Donc, dans ce cas-là, sur un déclenchement site web, on pourrait par exemple se dire que si le visiteur est logué sur un espace client, on va pouvoir aller du coup chercher les informations de votre CRM depuis le data layer du site et personnaliser le déclenchement du questionnaire et le contenu du questionnaire. Si le visiteur est inconnu, n'est pas logué, on va pouvoir quand même utiliser des éléments de contexte en disant, ben voilà, vous avez vu telle et telle page, donc vous semblez être intéressé par ce type de produit-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple? Le troisième point sur les éléments nécessaires pour le déclenchement web, ça va être d'utiliser les informations de comportement du visiteur sur votre site. Donc ça, c'est plutôt pour définir le moment de déclenchement. Est-ce qu'on veut déclencher le questionnaire à la première visite de cette personne? Est-ce qu'on veut déclencher le questionnaire après 5 minutes passées sur mon site? Est-ce qu'on veut déclencher le questionnaire quand la personne fait une intention de sortie? Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir configurer pour que le questionnaire soit le plus efficace possible. Du coup, je vais illustrer ça un petit peu donc par les 2 choses à retenir sur les questionnaires web. La première chose, très importante, c'est que vous allez pouvoir, grâce à un questionnaire sur la phase de découverte, comme on vous l'a expliqué, comme vous l'a présenté Laura, vous allez pouvoir apprendre à connaître vos visiteurs comme vous le feriez en boutique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir détecter une affinité produit, un besoin, et ensuite accompagner dans le tunnel d'achat jusqu'à la conversion. C'est à ça vraiment que va vous servir ce questionnaire de découverte.
Un deuxième cas de questionnaire qu'on ne va pas développer ici, mais qu'on aurait très bien pu aussi vous présenter, ça va être du coup de rattraper des abandons de panier, de rattraper des intentions de sortie de site grâce à un questionnaire qui pourrait se déclencher en pop-in au moment où la personne met sa souris pour quitter le site en disant que se passe-t-il, est-ce que vous avez besoin d'aide, voilà, ça pourrait aussi être un usage web, c'est un usage qui est déployé chez bon nombre de nos clients, surtout dans le e-commerce, et qui est aussi très efficace, mais qu'on ne développera pas plus aujourd'hui. Par contre, ce que je voulais du coup vous montrer, c'est un exemple de questionnaire de découverte sur site web. Donc, par exemple, admettons qu'on est dans le cas d'une enseigne qui vend des voyages de luxe et donc un visiteur s'est connecté sur le site. Le questionnaire va se déclencher au moment le plus opportun sur le parcours et ça pourrait ressembler à ce questionnaire-là. Par exemple, on pourrait avoir une première question avec un choix à images. Pour vos prochaines vacances, vous envisagez plutôt et proposer 4 images de destination de vacances. Ça va nous permettre d'identifier un persona marketing. Par exemple, si la personne clique sur l'image en haut à droite, on va peut-être du coup aller lui proposer des offres sur des voyages aux Maldives, par exemple. Et ensuite, on peut aller chercher aussi des réponses pour définir aussi des profils. Et ça, c'est plutôt le cas de la deuxième question. Qu'est-ce qui vous définit le mieux? Un rooftop urbain, le all-inclusive, en terre inconnue ou coquillage farniente. Et ça va nous permettre ensuite d'activer des routines marketing pour aller du coup proposer des offres qui correspondent au profil du visiteur. Dans le deuxième et troisième parcours qu'ont présenté Laura, on va être sur des questionnaires qui sont envoyés par email, donc au plus à chaud, soit en post-achat, donc vraiment ce qu'elle a mentionné, c'était vraiment dans les 24 heures maximum qui suivent l'achat, soit pour la partie SAV, ça peut être un tout petit peu plus tard, mais on est quand même dans des questionnaires email. Donc ici, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je vais configurer les emails d'invitation à mon questionnaire pour que les personnes répondent et pour que j'ai un maximum de taux de réponse. Donc là, ici, on va avoir 3 éléments essentiels. Le premier, ça va être d'intégrer la première question dans le corps de l'email. Ça, c'était un nice to have qui est devenu un must have aujourd'hui, indispensable si vous faites des envois de questionnaires par email. Il faut absolument intégrer la première question dans le corps de l'email parce que ça va vous permettre déjà de collecter au moins une réponse à la première question. C'est-à-dire que si ensuite la personne ne rentre pas dans le questionnaire et arrête là, vous avez quand même pu déjà récolter au moins une réponse. Ensuite, ce que je vais vous recommander très, très fortement, ça va être de personnaliser l'email avec des éléments de contexte. Donc, on est un petit peu toujours dans le même cas de la personnalisation avec les données que vous connaissez sur le visiteur ou sur le client. Et donc là, par exemple, on pourrait personnaliser l'email avec un nom, un prénom, une boutique préférée, l'achat qui a été effectué ou le type de produit qui a été réparé. Voilà, tout ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir utiliser pour personnaliser notre email et donc du coup pour générer plus d'engagement de la part de la personne qui le reçoit. Le troisième point, ça va être de donner des informations sur le temps de complétion requis pour compléter le questionnaire. Ça peut paraître un basique, mais effectivement, ce sont des éléments qui sont importants pour générer encore plus de taux de réponse. Et le taux de réponse, c'est vraiment notre credo chez MyFeedback parce qu'on met vraiment notre technologie au service du résultat. Et j'ai quelques chiffres à vous partager à ce sujet-là. Par exemple, quand on va avoir une première question NPS intégrée dans un email, on va avoir un taux de réponse supérieur d'environ 17%. C'est une moyenne qu'on a calculée sur la base de toutes les campagnes qui sont déployées par nos clients aujourd'hui. Et d'une autre part, si on utilise des éléments de contexte pour personnaliser le questionnaire et personnaliser l'email, on va avoir une augmentation de 13% du taux de réponse. Donc, c'est vraiment des best practices qui sont vraiment pas négligeables pour maximiser vos taux de réponse. Ça, c'est un exemple, toujours dans ce même contexte de l'agence de voyage, de l'agence de voyage de luxe. C'est un exemple d'email, par exemple, qu'on pourrait envoyer une fois que la personne est revenue de son voyage pour aller chercher une note de satisfaction et un retour sur la satisfaction suite au voyage. Donc, déjà, ce que vous pouvez voir et qui saute aux yeux sur cet email-là, c'est qu'on a intégré une note NPS en bas de l'email. Donc là, si la personne clique
Juste sur la note dans l'email, ça va nous permettre déjà de collecter et de connaître au moins la note de recommandation qu'elle nous donne. Et ensuite, au niveau du contenu de l'email, voici ce qu'on pourrait proposer. Cher Louis, vous êtes parti en vacances à Hawaï le mois dernier avec notre agence de voyage et nous espérons que vous en gardez un excellent souvenir. Donc ici, on a personnalisé avec la destination et la temporalité. Afin de proposer à nos clients des séjours d'exception, nous aimerions vous poser quelques questions sur votre expérience. Cela ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Et ici, on donne le temps de complétion du questionnaire pour que voilà, la personne puisse s'engager pleinement dans le questionnaire ou pas. Du coup, Virginie, je vais te rendre la parole pour la deuxième partie qui rentre dans le détail de comment mesurer la satisfaction client. Merci Marine. Donc à la suite de la présentation de différents parcours clients qui ont été faits par Marine et Laura et de bonnes pratiques, on voulait vous présenter comment est-ce qu'on peut mesurer cette satisfaction client. Et dans un premier temps, quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans la gestion de projet, c'est d'accompagner l'adhésion de toutes les parties prenantes du projet dans le développement de ce projet et dans la mise en production. L'objectif, c'est vraiment bien de, dès le départ, accompagner toutes les parties prenantes dans la phase de cadrage pour qu'elles comprennent quels sont les objectifs du projet, à qui est destiné le projet et quels sont les bénéfices qu'ils vont nous apporter. Derrière, c'est leur présenter aussi toute la méthodologie qui va être appliquée pour mettre en œuvre ce projet, pour qu'ils comprennent les différentes étapes, qu'ils soient impliqués dans les différentes étapes et que eux apportent aussi un regard parfois terrain qui peut améliorer la gestion de ce projet. L'objectif, c'est vraiment d'onboarder les équipes, de prendre en compte la dimension humaine, de respecter toute la partie culture d'entreprise qui va être différente d'une entreprise à l'autre, pour permettre la compréhension et l'acceptation du projet par les collaborateurs. Parce qu'on a tous eu des changements de process dans nos différents métiers et la partie accompagnement et changement est vraiment importante pour garantir le succès de votre projet. Et aujourd'hui, si on vous présente cette démarche-là, c'est parce que dans la mesure de la satisfaction client, si vous n'intégrez pas toutes les parties prenantes, vos KPI risquent d'être un peu plus biaisés et vos process un peu plus compliqués. Donc, les 3 principaux KPI que l'on souhaitait vous présenter aujourd'hui pour mesurer la satisfaction client. Le tout premier, c'est le NPS, qui est donc le Net Promoter Score. On fera un focus donc dans la 3e partie, puisque c'est le NPS qui est aujourd'hui le plus courant, qui va permettre de mesurer, d'établir un score de recommandation sur une échelle de 0 à 10. Et les questions qui sont la plupart du temps posées, c'est comment recommanderiez-vous la marque en question? Et le client va donc évaluer sur une échelle de 0 à 10 et Laura fera un petit focus tout à l'heure sur le sujet. Le deuxième, c'est le Customer Satisfaction Score qui, lui, va être mesuré sur une échelle de 0 à 5 et qui ressort via une question « Comment avez-vous été satisfait de votre expérience d'achat ?» qui va derrière permettre de creuser un peu plus la satisfaction client. Et le dernier, c'est le Customer Effort Score qui, lui, va aller chercher dans quelle mesure le client a fait un effort pour pouvoir atteindre le service ou le produit dont il avait l'intérêt, pour que derrière, vous compreniez si le parcours client est fluide ou s'il y a trop d'étapes, trop de clics ou trop de pages différentes qui fait que le client est perdu. Laura, du coup, je te laisse faire un focus sur donc le score le plus utilisé qui est le NPS. Merci Virginie. Le Net Promoter Score, c'est un indicateur qui reflète l'intention de recommander un produit, une expérience ou une marque par un client. Et le score, il est calculé à partir d'une question unique qui est toujours formulée de la même manière. C'est « Recommanderiez-vous notre marque ou notre produit à un ami ou à un proche ?»
Et la réponse attendue à cette question-là, elle se mesure toujours sur une échelle de 0 à 10. Les personnes qui répondent entre 0 et 6 sont considérées comme des détracteurs de la marque. Entre 7 et 8, ce sont des personnes dites neutres ou passives. Donc là, ça signifie en fait qu'il manquait vraiment quelque chose dans l'expérience client pour que ce soit inoubliable. Et enfin, les personnes qui donnent la note entre 9 et 10 sont des promoteurs. Ce sont vraiment des ambassadeurs de la marque. Le calcul du score, il se fait, donc c'est la différence entre le pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs. Et le résultat, il est toujours exprimé en nombre absolu et il peut se situer entre moins 100 et plus 100. Donc pour bien exploiter cet indicateur NPS, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr se focaliser sur la croissance du score. Et donc on va voir dans la slide suivante comment s'y prendre. Pardon. Voilà. Donc ici, un exemple de mise en place du NPS au sein de l'organisation. Donc, ce qui est important de retenir, c'est il y a deux choses importantes à retenir dans le NPS. Il y a deux parties. Il y a vraiment une partie très opérationnelle. Donc, c'est la partie gauche du schéma. Donc là, en fait, tout se joue au niveau de l'échelle de la boutique ou du service client, où là, il s'agit en fait de collecter les feedbacks des clients en temps réel et d'apporter ensuite une solution rapide en faisant ce qu'on appelle le close the loop. Donc là, ça consiste en fait à contacter tous les clients, si possible, les détracteurs, y compris les promoteurs. Donc le but, en fait, c'est d'apaiser les détracteurs qui risquent de détériorer l'image de la marque via du bouche à oreille ou via les réseaux sociaux. L'autre objectif, donc, c'est de convertir les passifs et enfin de fidéliser les promoteurs. Une deuxième chose importante dans la mise en place du NPS, et c'est comme disait Virginie tout à l'heure, c'est très important d'avoir l'adhésion en fait de toute l'entreprise sur cet indicateur-là et d'en faire vraiment un indicateur qui est suivi au niveau de toute l'entreprise. Parce que si on veut vraiment mettre en place l'expérience client au cœur de sa stratégie, il faut impliquer donc tous les départements, le marketing, le merchandising, la formation, l'IT aussi. Et partager ces résultats NPS pour mettre en place des plans d'action très concrètement. Ça peut passer par la mise en place d'un nouveau service, une nouvelle formation, des nouveaux moyens de paiement par exemple, voire des changements plus structurels. Donc ça peut aller jusqu'à la révision d'une stratégie de prix par exemple ou d'une politique commerciale. Et très concrètement, comment ça s'orchestre dans l'entreprise? Il faut une personne qui soit sponsor de ce projet-là et de cette approche et qui organise régulièrement des comités avec tous les départements pour communiquer et initier tous ces changements. Donc voilà, je vous ai donné une vision globale du NPS. Vous avez compris que la partie transformation et implication de toute l'entreprise est très importante. Et dans la dernière partie, nous allons donner un exemple d'exploitation du NPS. Donc, Marine, je te laisse la parole. Merci Laura. Du coup, je vous donne effectivement un exemple concret d'un process NPS, par exemple dans un cadre retail. On pourrait très bien imaginer de poser ce process-là. Donc, la première étape, ce qui va se passer, c'est que donc, mon client, il effectue un achat produit en boutique. Suite à cet achat, on va lui envoyer un questionnaire de satisfaction par email au plus à chaud. Et ensuite, on va donc collecter les réponses à cet email qui contient une question NPS. Donc, cette question NPS va nous permettre d'identifier 3 profils. Donc, soit mon client est promoteur, il m'a mis entre 9 et 10, soit il est neutre, il m'a mis entre 7 et 8, ou soit il est détracteur, il m'a mis entre 0 et 6. À partir de ce moment-là, où j'ai déjà collecté cette information de profil NPS par rapport à ce client-là, je vais pouvoir déclencher du close the loop, comme vous l'a expliqué Laura, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur les promoteurs, sur les neutres et surtout sur les détracteurs. Donc ça, on va rentrer un petit peu dans le détail sur le slide suivant quand on vous parlera des plans d'action.
Donc ça, c'est la première chose qui va se passer. Vraiment sur le point le plus opérationnel et le plus à chaud dès que le feedback est collecté. Ce qui va se passer un petit peu plus tard, sur l'étape d'après, ça va être qu'on va consolider ces retours clients. Donc, j'ai envoyé cet email à des centaines de clients. Je consolide mes résultats pour pouvoir identifier des leviers et des axes d'amélioration et pour pouvoir avoir une vue NPS globale sur mon entreprise, sur mes équipes, sur mes boutiques, sur mes agences, etc. Donc, vraiment, pouvoir avoir diffusé le NPS et les résultats NPS dans toute l'entreprise et à tous les niveaux des métiers. Et ensuite, construire un plan d'action qui va nous permettre d'améliorer l'expérience client à tous les niveaux de l'organisation. Et donc, en fait, sur cette partie de consolidation du NPS et de construction du plan d'action, je vais vous partager très rapidement mon écran. Pour vous présenter un dashboard de pilotage spécial NPS que j'ai préparé pour le webinaire d'aujourd'hui, qui est bien sûr construit avec l'outil MyFeedback et qui va vous permettre donc de visualiser très rapidement tous vos indicateurs NPS. Donc, les indicateurs, ils sont entièrement personnalisables. Vous pouvez créer tous les indicateurs que vous le souhaitez. On n'est absolument pas limité sur la création de dashboards dans MyFeedback. Donc, c'est un outil vraiment d'analyse de données qui est très, très puissant. Donc, je l'ai construit comme suit. La première partie, c'est analyse du score NPS global. Donc ici, on pourrait imaginer remonter le score NPS actuel et pouvoir faire du coup un suivi. C'est-à-dire que si, en tant que membre de la direction, j'ai accès à ce dashboard parce que les dashboards sont filtrés et partagés en fonction des différents niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un dashboard qui va être destiné à la direction et au COMEX. On va pouvoir imaginer également un dashboard qui va être destiné aux managers des équipes qui vont pouvoir filtrer les résultats peut-être par collaborateur pour avoir une vision aussi personnalisée de la performance de chaque membre de l'équipe. Et on va également pouvoir avoir une vision, un dashboard qui soit destiné au niveau du métier pour que chacun puisse suivre et la performance du service et sa performance individuelle. C'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer. Si on est sur l'analyse du score NPS global, donc on peut remonter un score NPS, une moyenne sur une boutique, sur une région, une moyenne globale, c'est tout à fait possible. On peut également envisager de montrer une évolution quotidienne du score NPS parce que finalement, au-delà d'un chiffre de moins 100 à 100, ce qui est important, c'est de mesurer comment évolue votre score NPS. Est-ce qu'il a tendance plutôt à augmenter? Est-ce qu'il a tendance plutôt à baisser? Et c'est surtout ces variations-là qui vont être importantes à suivre. Et ensuite, on pourrait aussi avoir une vision du score NPS par conseiller, où là, par exemple, on voit que Ola, elle a un meilleur score que Justine, qui est à moins 15. Donc, peut-être que Ola, elle a des bonnes pratiques qu'on va pouvoir aller repérer et ensuite diffuser et partager avec Justine pour que Justine puisse améliorer, du coup, son score NPS également. La deuxième partie de ce dashboard, elle est composée d'une analyse du NPS par motif d'appel. On peut imaginer, par exemple, d'avoir une vision du taux de détracteurs, de neutres et de promoteurs sur chaque étape du parcours. Donc là, par exemple, on est suite à un appel. Donc, si le motif de l'appel, c'était l'information, la réclamation, la résiliation ou la souscription, on voit que mon taux de détracteurs, mon taux de neutre et mon taux de promoteur diffèrent. Donc, ça veut dire très certainement qu'ici, sur la résiliation où j'ai 59% de détracteurs, je vais avoir des axes d'amélioration bien plus que sur l'étape de la réclamation où finalement, je n'en ai que 38%. Ça peut permettre de prioriser aussi les chantiers d'action. Et ensuite, on peut aussi imaginer une évolution du NPS par motif d'appel dans le temps. Donc ça, c'est une courbe qui reprend un petit peu la courbe que je vous ai montrée précédemment. Et un score NPS aussi par motif d'appel, par exemple. Hop, je vais rendre, du coup, on va retourner sur la présentation. Du coup, Laura, je te rends la main pour creuser sur les différents plans d'action qu'on pourrait imaginer suite à la collecte du coup du NPS. Oui, merci Marine.
Donc ici, on a un exemple de plan d'action par type de répondant au questionnaire. Donc en fait, ce qui est important de faire, si vous avez la possibilité, c'est de recontacter tous les clients qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et de les remercier. Pour les détracteurs, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les contacter le plus rapidement possible dans un délai de 48 heures maximum. Pour les neutres et les promoteurs, on peut s'accorder une semaine pour leur répondre. Et ensuite, donc c'est important de choisir le bon moyen de communication. Alors, si vous savez quel est le moyen de communication préféré du client, vous pouvez utiliser ce moyen-là. Mais de manière générale, ce qui vaut mieux faire, c'est utiliser le téléphone, si le client est contactable, bien sûr, parce que ça permet d'avoir plus d'informations sur l'expérience et de mieux comprendre qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Lorsque vous recontactez le client, il faut aussi trouver le bon interlocuteur. Pour les détracteurs, donc c'est bien d'avoir la personne qui a rendu directement le service ou qui a vendu le produit. Donc ça peut être quelqu'un de la boutique ou le conseiller ou même le directeur de la boutique. Pour les neutres et les promoteurs, là vous pouvez aussi, la boutique peut aussi recontacter le client, mais on peut très bien imaginer que ça passe par le service client. Donc, à chaque fois, c'est important de bien prendre connaissance de l'expérience, enfin, du questionnaire, en fait, des réponses au questionnaire pour déjà avoir des infos sur l'expérience pour essayer de creuser après pendant l'appel. Et du coup, après, on met en place un plan d'action par type de client. Pour les détracteurs que vous contactez rapidement, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de leur proposer une remise à valoir sur le prochain achat, donc pour qu'ils reviennent en boutique, ou de l'inviter, par exemple, à des ventes privées. Pour les neutres, vous pouvez aussi leur proposer des invitations à des ventes privées ou leur remettre un cadeau lors du prochain passage en boutique. Et là, pour les promoteurs, donc là, comme disait Marine tout à l'heure, on peut imaginer de créer donc, un programme de parrainage, inviter le client à rejoindre un programme de fidélité ou upgrader son statut, par exemple, ou l'inviter à participer à un concours, découvrir la prochaine collection en boutique, par exemple. Donc ça, c'est pour le plan d'action client. Et en interne, comme on disait tout à l'heure, il y a un plan d'action à moyen terme qui peut consister, par exemple, à former les vendeurs, à travailler sur le temps d'attente pendant toute l'expérience, à revoir, par exemple, le packaging. Et à plus long terme, ça peut être revoir des changements un peu plus structurels dans l'entreprise au niveau de la stratégie client. Donc voilà pour un exemple de plan d'action. Je vais conclure ce webinaire par les 3 points clés qu'il faut retenir pour optimiser son expérience client. Le premier, c'est vraiment de récolter le feedback sur tous les moments de vérité du parcours. On vous en a présenté quelques-uns, mais il en existe beaucoup et ils vont dépendre aussi des cas que vous allez rencontrer et des parcours que vous avez vous-même construits au sein de vos entreprises. Le deuxième, ça va être d'identifier les points de friction tout au long de ce parcours-là, de les partager en interne pour derrière mettre en place un plan d'action qui soit rapide puisque le client est insatisfait et qu'il faut le rattraper rapidement pour qu'il puisse avoir une meilleure image de marque de votre entreprise. Nous avons donc fini avec ce webinaire. On va du coup passer à la session de questions-réponses. Oui. Du coup, Virginie, ce qu'on va faire, c'est que je vais te lire les questions qui sont arrivées. Pour l'instant, on n'en a que 3. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à en poser d'autres. Si vous en avez, c'est le moment ou jamais. Alors, la première question, et je pense que ça va plutôt vous concerner, Virginie et Laura. Combien de temps en moyenne prend l'implémentation de cet outil ? Alors, il y a effectivement des cas qui vont être un peu différents en fonction de votre contexte, de la problématique que vous avez et du coup de la disponibilité de vos équipes et de la priorisation de ce sujet en interne. Donc, en fonction de tout ce contexte,
on peut établir un planning moyen, mais si on est sur des choses pas très poussées ou pas très complexes, on peut partir sur en moyenne 3 mois d'implémentation qui comprendraient toute la partie cadrage avec identification des parcours et la mise en place de l'outil pour ensuite déployer et ensuite passer à l'étape d'analyse. Ok, super. Merci pour ta réponse. J'ai deux, trois autres questions qui sont arrivées. Suis-je limitée dans le nombre de questionnaires que je peux créer et diffuser avec MyFeedback? Du coup, celle-là, je vais y répondre. Non, on n'est absolument pas limité dans le nombre de questionnaires ni dans le nombre de diffusions qu'on peut faire avec MyFeedback. MyFeedback répond à un modèle économique à la performance. Donc, en fait, nous, ce qui nous importe, c'est que vous puissiez diffuser un maximum de questionnaires pour collecter un maximum de données. Donc là, là où on va avoir finalement notre modèle économique, c'est sur le nombre de réponses que vous allez collecter et non pas ni le nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme, ni le nombre de questionnaires qui sont déployés. Nouvelle question. Auriez-vous des recommandations pour le marché B2B? Alors, ça vient de Laura. Est-ce que du coup des recommandations peut-être à quel niveau? Est-ce que vous faites référence au NPS ou des recommandations plus globales sur la mise en place d'un projet de mesure de la satisfaction? Peut-être que vous pouvez nous préciser ça. Et en attendant, on va peut-être répondre à une autre question en attendant que Laura éventuellement nous donne plus de détails. Peut-on enrichir n'importe quel champ d'un CRM avec les réponses des questionnaires? Donc ça, oui, bien sûr. Vous pouvez enrichir, c'est ce que je vous expliquais en tout début, n'importe quel outil métier. Donc que ce soit un CRM, que ce soit un outil de ticketing, que ce soit un outil d'analytics avec les données de vos questionnaires. Donc, vous pouvez, par exemple, on a beaucoup parlé du NPS aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, faire remonter la note NPS sur une fiche client et la rattacher à une fiche client dans le CRM. Alors, il y en a une nouvelle. Oui, alors au niveau des recommandations, oui, c'est au niveau des actions NPS. Les recommandations pour le marché B2B. Est-ce que, les filles, vous voulez apporter un premier élément de réponse? Oui, alors en termes de recommandations sur le... Oh, pardon, je m'entends en écho. Au niveau des recommandations sur le marché B2B, on peut en fait travailler sur toute l'expérience utilisateur, par exemple, sur un outil en question pour des équipes commerciales, par exemple, où on pourrait venir les solliciter sur comment se passe l'utilisation d'un outil de suivi de vos ventes, par exemple, qui derrière permettrait aux équipes du siège de comprendre la réalité terrain qui est vécue par en fait les commerciaux et ainsi d'améliorer l'outil. Donc nous, on a travaillé sur ce genre de sujet et ça nous a permis d'améliorer toute l'expérience utilisateur, de leur mettre à disposition des outils ou des petites améliorations de l'outil et des fonctionnalités qui vont simplifier leur quotidien directement via cet outil. Ça peut être aussi de la mise en place de processus qui vont, eux, leur faire gagner du temps et derrière leur faire gagner en productivité et donc du coup améliorer les ventes. Donc ça peut être ce genre de recommandations qu'on pourrait faire sur récupérer leur feedback. Voilà. Et si je peux compléter, Virginie, sur le B2B, c'est vrai que on a pas mal de clients qui évoluent dans ce milieu-là. Je pense notamment à Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, ils ont donc c'est un site web qui permet de comparer les offres immobilières. Et en fait, eux, leurs clients, ce sont directement les agences immobilières. Donc c'est vraiment du B2B2C. Mais ils diffusent énormément de questionnaires de satisfaction au niveau de leurs clients qui sont les agences immobilières
pour comprendre si la plateforme Meilleurs Agents répond aux besoins des agences immobilières, si les agences immobilières sont satisfaites. Donc, il y a aussi du NPS. Il y a un vrai suivi B2B qui est effectué grâce à MyFeedback, mais vraiment dans ce contexte-là. D'ailleurs, peut-être que Laura, ça vous intéressera. On a ce use case qui est disponible sur notre site. Si vous voulez le consulter, vous aurez tous les détails sur cet usage B2B qui peut sûrement vous intéresser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois pas. Je vois qu'on nous remercie pour la présentation. On vous partagera le replay et la présentation dans l'après-midi. Et puis, je pense que si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir clore un tout petit peu en avance. Tout le monde vous remercie, Virginie, Laura. Donc, merci beaucoup aussi pour l'intervention. Et puis, à très bientôt. Merci à tous et à très vite pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci à tous. Merci, très bonne journée. Au revoir.